À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Mélissa Ziani, qui a fait une maîtrise au HEC en gestion en contexte d'innovation sociale et est présentement étudiante au doctorat en études des populations à l'INRS. Lors de ses études au HEC, elle a eu l'occasion de travailler, à titre d'assistante de recherche, sur un projet sur le syndrome de l'imposteur et les femmes en position de leadership. Dans le cadre de ce projet, elle a coécrit un article sur le sujet. À l'émission d'aujourd'hui, nous abordons le sujet intriguant du syndrome de l'imposteur. Nous définissons ce que c'est et les conséquences que ça entraîne sur la personne elle-même et sur ses proches. Nous clarifions également l'idée reçue comme quoi c'est un problème typiquement féminin. Nous voyons également les problèmes que ça peut causer en milieu de travail et la tension que l'expérience d'imposture crée à mesure que les personnes touchées montent dans la hiérarchie d'une entreprise. Nous voyons comment il est possible de mitiger ces effets, tant au niveau personnel qu'au niveau de la structure des entreprises. Nous terminons en abordant le paradoxe lié au fait de valoriser les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, sans empirer le problème en retombant dans une culture de l'hyperproductivité. Bonne émission. Alors, bonjour Mélissa, bienvenue à Parlons éthique. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Roman, bonjour Kevin, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on est très content de t'avoir avec nous parce qu'on va parler d'une problématique dont on parle souvent, on dirait, avec nos amis, spontanément. Dans le milieu académique, c'est souvent un sujet de conversation. D'ailleurs, il s'agit en fait du syndrome de l'imposteur. Donc, tu as travaillé sur le syndrome de l'imposteur depuis une perspective du management. C'est plutôt là-dedans ta discipline. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as approché cette problématique, cette question-là du syndrome de l'imposteur, dans quel contexte? Et si tu pouvais aussi nous dire un petit peu là, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? OK, parfait. Moi, déjà, là, de prime abord, ce que je trouverais important de nommer, c'est qu'on parle d'un syndrome de l'imposteur, mais quand on utilise le mot syndrome, on est un peu dans une tentative là, de pathologiser un phénomène qui m'apparaît plutôt être un phénomène social. Définitivement, là, il y a des composantes comportementales qui appartiennent à la psychologie. Là, je ne veux pas retirer ça. Mais peut-être que moi, j'aimerais mieux parler en fait d'une expérience d'imposture. Je trouverais ça peut-être plus juste comme expression. Mais ça, je suis arrivée à cette réflexion-là après avoir travaillé justement sur le projet de recherche que je vais vous présenter. Puis ça a vraiment été plus à la suite de tout ça, dans mes différentes réflexions, quand j'en ai parlé avec d'autres gens, que finalement, je me suis dit, ouais, tu sais, peut-être qu'on est mieux de parler d'une expérience parce qu'il y a une construction sociale autour de tout ça, puis on va le vivre dans plein de situations différentes. Puis c'est pas quelque chose là, qu'on garde avec nous, puis c'est pas une maladie qu'il faut traiter. Fait que, j'aurais peut-être juste voulu commencer en parlant de ça. Puis tu l'as très bien dit, Roman, en fait, c'est ça. Moi, j'arrive de l'école de gestion, donc un point de vue plus managérial. Et moi, le contexte de recherche dans lequel j'ai eu à travailler, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'effet A. Puis, en gros, l'enseignant pour qui j'étais assistante de recherche avait des données secondaires qui avaient été collectées dans le cadre d'un défi qui s'appelle le défi 100 jours. Puis, pour faire vraiment bref, l'effet A, c'est une initiative qui vise à permettre à des femmes en position de leadership d'essayer de prendre la place qui leur revient. Puis, A, c'est pour ambition, là, si vous vous demandez. Parfait, oui. Donc, c'est ça. Donc, les participantes du défi 100 jours, elles ont plusieurs activités pendant 100 jours. Puis, une des activités, entre autres, c'est qu'elles avaient des capsules à regarder où on leur présentait deux comportements, c'est-à-dire en faire trop ou en faire pas assez. Puis, on leur parlait du syndrome de l'imposteur et on leur demandait, est-ce que vous vivez ça dans votre contexte? Il y a 640 femmes qui ont répondu. Puis, à partir de là, nous, notre projet de recherche, c'était d'essayer de conceptualiser le syndrome de l'imposteur dans un contexte féminin. Puis là, c'est important de nommer que, dans le fond, comme c'était des données secondaires, on part déjà là, de la prémisse que c'est un phénomène typiquement féminin dans ce cadre-ci, ce qui ne veut pas dire que c'est un phénomène genré, mais on pourra en parler plus tard. Et donc, tu me demandais de définir un peu, là, c'était quoi le syndrome de l'imposteur, puis je me suis un peu préparée là, avant de venir au podcast, puis je suis allée lire un peu sur Internet là, les différentes définitions qu'on pouvait retrouver. Déjà, je me souvenais plus les faits, mais ça faisait quand même quelques années là, qu'on avait fait ça. Je suis allée voir un peu sur leur site web, puis eux, ils disaient, là, je vais vous citer, c'était écrit que c'était un mélange d'anxiété,
et de manque de confiance en soi. Le syndrome de l'imposteur provoque un curieux sentiment d'imposture qui emmène celui ou celle qui en est atteint à nier son mérite et ses succès. Fait que je trouvais ça quand même intéressant, là, un curieux sentiment. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Mais ça fait un bon lien avec ce que tu disais, là, de parler peut-être d'une expérience, une expérience qui est provoquée par certains contextes sociaux, plutôt que d'un syndrome, une maladie. Hein. Donc, le curieux sentiment, ça nous renvoie en effet pas à quelque chose qui devrait être traité par un médecin. Là. C'est ça, pas nécessairement. En tout cas, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que le curieux sentiment, c'était comme dire, puis, tu sais, de mon expérience, après, quand j'en ai parlé avec d'autres gens, tu sais, c'est comme, on le vit, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on n'est pas capable de le nommer, mais on sait à quelque part que c'est ce sentiment-là de se sentir un peu frauduleux. Mm-hmm. Nous, dans le cadre de notre projet, on s'est plutôt dit que, comme on était là dans une perspective organisationnelle, que c'était plutôt en fait des personnes qui ont l'impression de jouir d'un statut ou d'occuper une fonction dont elles ont pourtant toutes les compétences pour l'occuper, mais qui vont se sentir frauduleuses. Donc, c'est un peu là-dedans qu'on baigne là, quand on parle du syndrome de l'imposteur. Puis souvent, aussi dans la littérature, là, ça va parler d'un sentiment de ne pas être authentique. Sinon, je trouvais des éléments sur le fait de s'auto-déprécier. Donc, on est dans ce vocabulaire-là là, quand on essaye de définir le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu pourrais parler davantage de l'idée d'authenticité? Est-ce que tu pourrais comme développer un peu ce concept-là? Kevin se sent authentique tout le temps, en fait. Ouais, c'est quoi ça, l'inauthenticité? Le fait de ne pas se sentir authentique, en fait, je pense que c'est une autre manière de dire qu'on se sent frauduleux. C'est dans le sens où la personne, elle va se retenir. Là, je parle tout le temps dans un contexte organisationnel, mais elle va se retenir d'être qui elle est réellement. Elle va prêter vraiment attention au regard des autres. Elle ne sera pas complètement épanouie dans son milieu de travail. Elle va tout le temps avoir l'impression que les gens vont la prendre en défaut. Donc, c'est peut-être ça le sentiment de non-authenticité là, qui est décrit dans la littérature. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme essayer d'adopter un personnage parce qu'on a l'impression que notre vraie personne n'est pas adaptée pour le poste. Donc, on se retient de parler de soi ou d'exprimer des expressions spontanées pour éviter justement que les gens réalisent qu'on ne devrait pas être là, peut-être, là, une espèce de comportement semblable. Oui, mais tu sais, peut-être pas un personnage, mais tu sais, on pourrait dire créer une coquille, là, tu sais, essayer là, d'être soit comme vraiment froid, puis tu sais, moi je suis cette personne-là, puis au travail, je suis vraiment, je suis droite, puis il n'y a personne qui va me prendre en défaut. Ou inversement, c'est justement être la personne qui est très ah ben non, moi ça me dérange pas, mais qu'au final, tu sais, elle est super préoccupée. Là. Donc, ça pourrait être un peu ça. Et là, si tu es en train de décrire des manifestations du syndrome de l'imposteur, donc est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, ça a l'air de quoi, là, la personne type là, dans sa façon de se sentir, de se comporter, dans quel genre de situation ça survient, ce sentiment d'imposteur-là? Oui, ben c'est ça, c'est un peu le but du projet, là, de conceptualiser le syndrome de l'imposteur chez les femmes en position de leadership. Puis la conclusion un peu à laquelle on est arrivé, c'était un modèle en comme 3 temps. C'est-à-dire que d'un côté, on avait les sentiments éprouvés. De l'autre côté, on avait, si tu sens ce sentiment-là, c'est quoi les comportements que tu risques d'adopter. Puis au milieu, on avait trouvé comme des modérateurs qui étaient des éléments qui pouvaient renforcer le phénomène. Fait que d'une part, si on s'intéresse aux sentiments éprouvés, les 3 principaux qui revenaient là, le plus souvent là, dans les 640 verbatims qu'on a eu à analyser, d'un côté, il y avait un souci disproportionné de l'image projetée. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de parler avec Romane. Là, donc, vraiment avoir l'impression que tout le monde te regarde, puis là, tu sais, que tu sais pas comment agir, puis tu as l'impression qu'il faut que tu t'en fasses plus. Il y avait le désir constant de prouver ses compétences à autrui. Donc, tu sais, je suis pas à ce poste-là pour rien. Là, comme si je suis ici, c'est parce qu'on m'a choisi, tout ça. Puis il y avait sinon un doute persistant par rapport à soi-même. Donc, le doute, c'était vraiment là, ça, je m'en souviens quand on analysait les verbatims, ça revenait tout le temps. Puis là, ça vient de me faire penser. J'ai oublié de vous dire que ce projet-là, dans le fond, je l'ai analysé avec une autre étudiante qui, elle, c'était son projet de maîtrise, c'était son mémoire. Puis c'est intéressant parce que c'était aussi une fille. Puis des fois, on justement, on était dans le processus d'analyse, puis des fois, il fallait comme que, des fois, elle doutait d'elle-même, puis moi-même aussi.
Puis des fois, il fallait qu'on se rapporte, puis on était comme « Hey, non, mais là, on vient de lire, comme on vient d'analyser tout ça. » Puis les sentiments qu'on vit, c'est exactement ceux qu'on est en train d'analyser. Fait que des fois, il fallait comme qu'on se renforce positivement là, par rapport à tout ça. Fait que voilà, excusez, c'est ma parenthèse, mais ça me faisait penser à ça. Ensuite, il y avait les comportements adoptés. Donc, il y en avait 5 qu'on avait trouvés qui revenaient le plus souvent. Il y avait soit l'autodépréciation, qui était consciente et volontaire. Donc là, vraiment, la personne, elle allait vraiment dire comme « Ah, je le mérite pas. Dans le fond, c'est mon équipe, c'est pas moi. » Ou « Ah, tu sais, on m'accorde ben trop de crédit pour ce que j'ai fait. » Donc, des éléments comme ça. Il y avait soit un genre d'excès de zèle ou une tendance à en faire trop. Fait que c'était comme « Hey, je veux tellement pas me faire prendre en défaut là, que comme c'est supposé me prendre 5 heures faire ça, mais je vais en prendre 10 pour le faire. Puis, tu sais, je vais pas juste faire une présentation PowerPoint, je vais faire imprimer des documents que je vais comme plastifier puis que je vais donner à tout le monde. Là. Intense. Là. Sinon, il y avait une limitation des interventions. Donc, inversement, par exemple, je me suis mis qu'il y avait un verbatim d'une femme qui parlait du fait qu'elle était haut placée, un peu devant intégrer un genre de boys club, puis disant, ben, des fois, je fais juste pas parler. Comme j'ai tellement l'impression que je vais me le faire dire que je perds ma place que j'essaie de m'effacer. Sinon, il y a la quête d'approbation des autres. Donc, tu sais, vraiment aller comme contre-vérifier plusieurs fois, là, puis être vraiment certain de la satisfaction de l'autre. Mais tu sais, le cran de trop, là. Pas juste un « Hey, c'était-tu correct? » T'es-tu certaine? Non, mais je pourrais peut-être, je me dis ça dans le fond, là, j'y pense, là, puis... Ouais, c'est ça. Puis sinon, il y a la projection des autres à l'avant-plan. Donc, à la place de comme prendre le félicitations, Romane, c'était vraiment très bon ta présentation orale, ben, ce serait, mettons, toi qui dirais Ah, mais non, mais dans le fond, là, c'est Mélissa et Kevin qui ont tout fait. Puis, tu sais, si eux, ils n'étaient pas là, je serais pas là. Tu sais, comme, c'est pas juste de dire c'est un travail d'équipe, parce qu'il faut le reconnaître quand c'est un travail d'équipe, et être capable de le nommer, c'est une chose. Mais des fois, c'est aussi d'être capable de dire ben oui, c'est parce que j'ai coordonné le tout que le projet est arrivé à terme. Donc, c'est de comme faire cette balance-là, souvent, qui était comme difficile. Puis, pour faire court, dans les 4 modérateurs là, qu'on avait trouvés, il y avait être en transition de carrière. Donc, tu sais, encore une fois, là, dans ce moment vacant, faire affaire avec d'autres hauts dirigeants, donc peut-être pas se sentir à sa place dans notre position leadership, devoir composer avec des collègues qui sont plus expérimentés, donc avoir l'impression qu'eux, ils savent donc plus que nous. Puis travailler dans un domaine qui est étranger à sa formation. Donc, par exemple, je me souviens de quelqu'un, si ma mémoire est bonne, elle était en histoire, mais finalement, elle avait comme monté les échelons, puis elle était rendue en com. Puis là, elle était comme, j'ai l'impression que les gens le savent, tu sais, que moi, j'ai pas un bagage dans ce domaine-là très spécifique, donc on me le reproche. Alors que, est-ce que ça a vraiment lieu? Est-ce que c'est plus elle-même qui, comme elle se sent frauduleuse, quand quelqu'un lui dit quelque chose, tout de suite, elle l'associe à ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça là, pour un tour assez complet là, de la question. Il me semble que les modérateurs, ça semble être des raisons légitimes de se sentir imposteur d'une certaine façon. Parce que, bon, quand tu n'es pas dans ton domaine d'expertise, par exemple, ben c'est normal de sentir que tu vas peut-être faire une erreur. Donc, est-ce que ces modérateurs-là, c'est simplement l'effet naturel qui fait qu'on se sent moins confiant dans une situation plutôt qu'une autre? Je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais je pense que j'irais à dire que, comme c'est des moments de transition, souvent là, qui sont nommés, ou du moins des moments, justement, où est-ce qu'on vit tellement dans une société où est-ce qu'on nous dit ben, tu es supposé être à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, tu vas avoir cette formation-là très précise, tu vas avoir reçu cet encadrement, donc tu vas être prêt à faire ça. Que j'ai l'impression que c'est plus parce que il y a un discours qu'on a intégré que pour faire certaines choses, il fallait qu'on soit rendu à un certain stade. Puis que quand on ne l'a pas complété, notre seule option dans notre tête, c'est je fais une fraude plutôt que de se dire ah ben il y a peut-être un autre parcours pour s'y rendre. Donc moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus là-dessus. On pourrait dire aussi que même si ça peut être normal d'être stressé à certains moments de sa carrière, l'expérience de l'imposture, ça vient du fait que la réaction de stress par rapport à l'événement stressant est disproportionnée là, d'après justement les sentiments et les manifestations dont tu nous parlais.
J'ai été intéressée, mais c'est un portrait quand même assez complet là, de cette expérience d'imposture dans le milieu du travail. Puis tu as mentionné un petit peu au début, puis justement, ça pourrait peut-être nous aider à compléter le portrait, que bon, toi et ta collègue, vous avez travaillé avec des données qui concernaient des travailleuses parce que c'était des données de seconde main, c'est ce que vous aviez pour travailler. Puis tu as mentionné que c'était peut-être pas un phénomène genré. Est-ce que ça, bon, c'était pas le principal sujet de votre recherche, mais à part ça, dans la littérature en général, est-ce qu'on a un portrait par genre ou on pourrait peut-être penser aussi par classe sociale ou par race quand on est associé à un groupe plutôt discriminé, opprimé dans la société, quand on se retrouve en position de pouvoir, peut-être que ça pourrait susciter là, chez ces personnes une expérience d'imposture. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué dans tes lectures? Oui, ben en fait, c'est ça intéressant parce que, de prime abord, du moins, moi, je pensais que c'était un phénomène genré parce que souvent, quand j'en ai entendu parler, c'était souvent lié à la femme. Mais quand je me suis retournée vers la littérature, ce que je me suis rendu compte, c'est que, oui, il y a beaucoup de recherches faites sur les femmes, puis il y a d'ailleurs des auteurs qui vont en parler, mais qui vont dire en fait que c'est pas vraiment clair dans la littérature. C'est un peu une prémisse qu'on a, que les femmes vivent plus le syndrome de l'imposteur, une expérience d'imposture. Et donc, c'est plus ça qui a été analysé. Donc, alors, c'est ça. Il y a des auteurs qui vont dire, ben, finalement, les hommes aussi sont tout autant à tête si tu prends le temps de regarder puis si tu prends le temps de les interroger. C'est juste que les premières recherches qui ont été faites, puis justement, les premiers auteurs qui ont discuté du syndrome de l'imposteur ont analysé les groupes de femmes. Donc, c'est comme rester un peu que c'est un phénomène peut-être plus genré, mais finalement, ça ne l'est pas nécessairement. Après, donc, pour les phénomènes de classe ou de race, j'ai essayé de chercher un peu aussi là-dessus, mais j'avoue que je n'ai pas rien trouvé particulier. Donc, je ne pourrais pas vraiment me prononcer plus. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être pertinent de nommer, c'est qu'on a peut-être l'impression aussi que c'est un phénomène qui est plus genré parce que, justement, je l'ai dit tout à l'heure, là, ça parle de sentiments. Hein, à la base, il faut que tu sois à l'aise de discuter de tes émotions pour pouvoir dire que tu vis une expérience d'imposture. Donc, je pense qu'on peut quand même émettre l'hypothèse qu'on a peut-être l'impression que c'est un phénomène plus féminin parce que les femmes sont simplement plus encouragées dans notre société à discuter de ces sentiments-là, puis que peut-être que des hommes dans un milieu de travail, pour reprendre mon sujet, seraient peut-être moins confiants de dire qu'ils ne sont pas confiants. Je trouve ça assez particulier aussi parce que, déjà à la base, là, nous, on a pris les données, c'est un défi 100 jours pour que les femmes retrouvent un peu confiance en elles puis se mettent de l'avant. Puis c'est quelque chose qu'on va aborder naturellement. Je me demande, est-ce qu'on verrait ça puis je ne le sais pas, là, peut-être que ça existe, mais un genre de programme pour hommes, 100 jours pour reprendre confiance en toi. En tout cas, personnellement, dans mes réseaux, je ne vois pas ça circuler. Donc, déjà là, je trouve qu'il y a quelque chose là, aussi qui peut être suspendu. Voilà. Ce serait difficile, en fait, d'avoir les données actuellement pour régler cette question-là très clairement, mais il y aurait il y aurait des raisons de questionner notre prémisse selon laquelle c'est un phénomène strictement genré. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs, en fait, le sujet qui moi et Romane, lorsqu'on en discutait, c'est le sujet sur lequel on a tablé. C'est la question du genre. Puis ce qui me semblait peut-être intéressant avec ça, c'est qu'il y a probablement des expressions vraiment différentes aussi de se sentir imposteur selon ta socialisation. Pas simplement selon les genres, mais selon le type de socialisation que tu as eu. Et la socialisation est très reliée au genre en général. Donc, ce qui me semblait... souvent, on peut dire, bon, tu vois, il m'a coupé la parole, il tente de toujours reprendre le contrôle de la parole. Est-ce que c'est peut-être une façon de se donner confiance aussi? Ou là, tu as une façon plus agressive de tenter de te convaincre toi-même, en fait, que tu n'es pas un imposteur en prenant beaucoup de place. C'est peut-être une façon aussi que on voit que c'est ce syndrome de l'imposteur-là qui manque de confiance de prendre trop de place dans une assemblée, par exemple. Je pourrais pas dire, tu sais, puis je pense que c'est ça, moi, que j'ai trouvé très particulier quand je regardais les données par rapport, tu sais, justement, aux femmes, c'était comment, du moins, c'est ça, tu sais, si on part du fait que c'est sûrement une certaine forme de socialisation, puis de comment, tu sais, on t'invite à écrire tes sentiments, mais tu sais, il y en a, je lisais leurs témoignages, puis j'avais le goût de pleurer, là, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, je suis comme, tu sais, je sais pas exactement, j'avais pas, c'était quoi son poste ou quoi que ce soit, mais pour pas faire partie de ce lot-là de femmes qui participent à ce programme-là,
faut qu'elle soit en position de leadership. Ça veut dire qu'elle est probablement cadre, tu sais, où est-ce qu'elle travaille, ou gestionnaire principal. Puis, tu sais, il y en a, je disais, tu sais, t'es comme, ah, mais tu sais, je fais partie de ça. Puis là, elle parlait de tout ce qu'elle faisait. T'es comme, mais tu sais, je me sens jamais vraiment à ma place, puis j'ai tout le temps l'impression que quelqu'un va me prendre des défauts. Puis j'étais comme, ben voyons, c'est comme exceptionnel. Moi, je lis ce que tu fais, puis je suis comme, mon Dieu, je fais pas grand-chose dans la vie. Tu sais, fait que je trouve ça très particulier, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que les hommes, comment ça se répercuterait? Probablement, oui, c'est différent. Puis moi, je ferais l'hypothèse que probablement, peut-être que c'est plus caché, dans le sens où, tu sais, ils voudront pas le dire qu'ils sont imposteurs, parce que tu peux pas dire ça. Parce que les attentes sociales que les individus ont envers toi comme homme dans notre société, si t'es à la tête de ton entreprise, c'est ça. C'est toi qui rends la place, puis tu te laisseras pas marcher sur les pieds, tu sais. Donc, je pense qu'il y a ça aussi là, qui joue beaucoup. Ça va nous dévier un peu vers un autre questionnement, mais une autre raison pour laquelle on pensait peut-être aborder le syndrome de l'imposteur dans le cadre d'un podcast sur l'éthique, c'est pour penser justement aux problèmes que ce syndrome-là pourrait amener aux personnes qui en font l'expérience. Puis une prémisse avec laquelle on était parti, en tout cas moi j'étais partie, c'est que l'expérience d'imposture, c'est un problème parce que ça va empêcher les gens d'avancer professionnellement parce qu'on parle dans le cadre du travail, mais on pourrait dire ça va empêcher certaines personnes de faire des expériences d'engagement politique, par exemple, donc de prendre de la place, ce qui est un problème éthique au moins dans un monde démocratique, etc., etc. Bon, mais ça, après la définition que tu nous avais donnée, justement, les personnes, en tout cas dans votre étude, qui ressentaient l'expérience d'imposture, ce sont des personnes dans une position de leadership. Puis l'expérience que tu nous relatais, justement, c'était l'expérience d'une femme qui est probablement cadre, qui est probablement gestionnaire. Donc, peut-être que l'expérience d'imposture empêche certaines personnes d'avancer comme elles voudraient dans toutes sortes de cadres, de milieux, mais c'est aussi ressenti par justement des personnes qui ont réussi à être en position de pouvoir. Donc, c'est pas exactement ça le problème de l'expérience d'imposture. Donc, quels autres problèmes pourraient naître? On sait que ça doit être difficile à vivre, mais quels sont les problèmes qui naissent quand on fait une expérience d'imposture pour soi-même, peut-être aussi pour les autres? C'est long comme question. C'est pas mal une question. C'est ça, je pense que je trouve ça intéressant que intuitivement, tu te sois dit que c'était des gens qui étaient probablement qui se bloquaient dans leur parcours professionnel parce que, au contraire, comme c'est des gens qui sont pour beaucoup surproductifs, au contraire, c'est des employés modèles, tu sais. Il faut penser que c'est ça, ils en font bien plus que ce que le client en demande. Puis, en connais-tu beaucoup des employeurs qui vont se plaindre d'avoir un employé surperformant? Moi, j'ose croire qu'on va tendre bientôt dans un monde où Puis, tu sais, je pense qu'il y en a quand même des employeurs qui, des fois, sont capables de dire arrête tes ardeurs, là, c'est trop, il est 5 heures, rentre chez toi. Mais malheureusement, dans plusieurs milieux, c'est bien vu d'en faire plus. Donc, tu sais, je pense que dans les différents problèmes qu'il peut y avoir, justement, là, ça va être un employé qui va tellement river toute sa vie sur son emploi que ça va empiéter sur sa vie personnelle parce que finalement, si tu fais que penser à ça, puis tu sais, même si tu es rentré chez toi à 5 heures, mais si à 5 heures, tu n'es pas présent mentalement chez toi, puis que tu continues à rouler ça, puis que là, tu te prends des notes partout pour le projet, puis là, attends 2 secondes, je vais aller vérifier mes courriels, puis là, finalement, tu es comme 6 heures plus tard, puis tes courriels sont toujours ouverts, puis là, parce que je trouve qu'avec le télétravail, il peut y en avoir de la dérive là-dessus, tu sais, tu peux devenir toujours un employé plus performant. Puis si c'est comme ça que tu as l'impression de combattre ton sentiment d'être frauduleuse ou frauduleux parce que tu es capable d'en faire plus, c'est ça, c'est sûr que ça vient empiéter dans toutes tes autres sphères de vie, là. Donc, je pense qu'il peut y avoir ça comme enjeu. Sinon, tu sais, je pense que si vous avez déjà été moindrement dans une équipe de travail, on sait c'est quoi la dynamique. S'il y a quelqu'un qui en fait plus, je veux dire, soit il y a tout le temps un peu les deux mêmes réactions, hein, soit t'es comme OK, mais là, mon Dieu, elle a fait tout ça, fait que là, il faut que je fasse tout ça. Ou inversement, hey, elle est en train de tout faire, pourquoi je me casserais la tête, tu sais. Mais clairement, en fait, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a plusieurs des femmes, justement, qui disaient qu'elles vont remercier leur équipe, et elles vont vraiment prendre le temps, en fait, de souligner le travail de tout le monde sans se reconnaître elles. Donc, est-ce que ça peut être un problème? Probablement, là.
Puis très probablement que c'est ça, plus t'es intense, là, si je peux me permettre de le dire comme ça, ben plus ça doit être aussi intense pour les gens qui travaillent dans ton équipe. Mais je pense que c'est ça aussi. Des fois, c'est des gens qui vont en faire beaucoup, qui ne se rendront pas compte aussi, qui ne délègueront pas. Puis donc, mais qu'après ça, vont donc remercier tout le monde de leur bon travail. Fait que tu fais partie de ton équipe de travail. C'est assez chill, là. Dans le fond, tu as le mérite. Tu n'as pas nécessairement travaillé autant qu'elle. Quand même un bon ratio, là. Mm. Donc, le grand problème de cette expérience de l'imposture-là, c'est que c'est un problème qui va passer inaperçu longtemps, volontairement ou involontairement, aux yeux de ton employeur puis aux yeux de tes collègues. Je pense que oui. Je pense que c'est un grand problème. Je pense que tu l'as bien formulé, là, c'est que comme ça paye à beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de l'ignorer. Après, j'ose croire qu'il y a des milieux de travail sains où est-ce qu'il y a des gens qui se rendent compte de ces enjeux-là, où est-ce que justement il peut y avoir des employés plus âgés qui vont se reconnaître en toi, puis qui vont dire oh là là, tu vas péter aux frettes, attends, on va regarder ça ensemble, puis qui vont pouvoir t'accompagner là-dedans. Là. Je pense pas que tous les milieux de travail soient nocifs, mais oui, en effet, là, je pense qu'un des grands enjeux, c'est que à la limite, on est dans une société ultra performante, puis c'est encouragé, donc c'est peut-être on prend ça, invisibilisé, ou à la limite, promu, je sais pas trop comment le dire, mais ouais. Presque valorisé. Valorisé, ouais. Il me semble qu'il y a une espèce de problème qui va faire en sorte que ça va se nourrir soi-même. C'est quand tu travailles beaucoup, tu travailles bien, tu en fais plus, les gens font ben on va te donner un autre poste, tu vas pouvoir grimper les échelons. Et quand tu grimpes les échelons, ben tu as le sentiment d'être de plus en plus imposteur parce que plus tu es haut dans les hiérarchies dans une entreprise, plus tu vas te sentir imposteur. Et donc j'imagine, on dirait qu'il y a une espèce de course effrénée qui fait que ce sentiment d'imposteur-là, si tu tentes de le calmer en travaillant plus, ce qui te donne un nouvel emploi encore plus haut dans la hiérarchie, fait que on dirait que tu cours tout droit à perte au final. 100%. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il faut penser de plus en plus à modifier l'entreprise puis notre réflexion là-dessus parce que, en effet, tu sais, des fois, en fait, ce qu'on lisait aussi dans les verbatims, ça allait être des femmes qui n'allaient pas prendre des promotions parce qu'ils se disaient, ben, tu sais, dans le fond, je suis une fraude, fait qu'ils me l'offrent, mais, tu sais, je la mérite pas. Fait que d'un côté, il y avait ça. Donc, il y a des gens qui vont justement aussi un peu se bloquer dans leur parcours. Mais en effet, il y a les autres qui se disent, ben là, OK, hey, je me suis rendue là, mon Dieu, là, c'est comme un fake it till you make it. Puis là, mais tu sais, ils l'ont make it. C'est ça qui est un peu ironique. Là. Mais tout à fait, puis moi, je pense que ça peut vraiment avoir des dommages sur ta santé mentale, là, de toujours vouloir être plus performant parce que tu as donc peur de te faire prendre. Alors que, tu sais, si tu t'es rendu à ce stade-là, d'habitude, si t'étais une fraude, tu t'es fait arrêter, entre guillemets, bien avant là, dans ton parcours. Là. Puis dans la description, la discussion en ce moment, on comprend un peu mieux pourquoi tu nous disais en ouverture du podcast que tu considérais l'expérience d'imposture comme une expérience sociale parce que il y a probablement certaines personnes qui vont la ressentir puis d'autres non. Donc, certaines composantes psychologiques qui vont faire en sorte que certaines personnes vont être plus touchées que d'autres. Mais c'est une expérience sociale aussi parce que il y a certains milieux qui, justement, vont encourager ou du moins ne pas intervenir dans ton syndrome de l'imposture. Puis il y en a d'autres qui, peuvent intervenir. Est-ce qu'on peut penser aussi que c'est une expérience sociale parce que justement, peut-être pour il y a, comme on a internalisé toutes sortes d'idées sur le travail, puis peut-être que la personne qui a un syndrome d'imposteur, une expérience d'imposture, se remet pas en question parce qu'on pense que c'est normal de travailler tout le temps beaucoup. Je sais pas, là, quelque chose comme peut-être notre rapport social au travail qui encouragerait ça globalement. C'est intéressant. Tu sais, je pense qu'on pourrait même remonter. Puis il y a de la littérature là, quand même un peu là-dessus, mais qui disent hey, on peut remonter jusqu'à l'enfance, puis remonter jusqu'à la construction de l'estime de soi. Puis là, bon, on sait un peu là, que dans la littérature, justement, on va discuter que on valorise pas les mêmes choses chez la petite fille et chez le petit garçon de l'école. Puis, tu sais, je me souviens plus, mais en tout cas, je lisais ça quelque part, là, c'est pas de moi, mais qui parlait du fait que les jeunes filles, à l'école, on est plus que les jeunes garçons invités à avoir des bonnes notes. Puis que c'est un peu, quand tu arrives sur le marché du travail, c'est la première fois que tu es pu évaluer concrètement. Dans certains emplois, oui, parce que tu vas recevoir une évaluation annuelle, mais que là, c'est plus juste comme tu remets ton rapport, puis là, on te dit bravo, tu as eu A+.
C'est comme, tu remets ton rapport, puis ton employeur, s'il est gentil, prend le temps de te dire merci. Tu travailles dans un milieu plus nocif, puis il est juste comme, OK, ben, tu veux que je te félicite pour quelque chose pour lequel je t'ai déjà payé? Comme, tu sais. Puis je trouvais ça intéressant parce que ça parlait du fait que, justement, je trouve ça dommage d'échapper c'est quoi l'article, mais justement, il parlait de ça, du fait que, ben, veut pas, c'est sûr que si t'es confronté pour la première fois à ne plus être évalué puis à recevoir les mêmes récompenses que tu as toujours reçues, il y a peut-être plus de chances, justement, que tu te sentes frauduleuse que, justement, peut-être les garçons, si on veut revenir un peu dans notre différence genrée, où eux, peut-être que l'école est moins gratifiante pour plusieurs, et que, justement, ils ont comme appris à continuer puis à le power through, même si il n'y a pas eu un en plus puis il n'y a pas eu un petit collant sur sa copie. Donc, si on vient à la construction sociale, je pense que c'est ça peut remonter jusqu'à l'enfance dans certains cas, puis dans la construction de notre estime de soi, dans comment est-ce qu'on se valorise. Et c'est comme ça que ça devient quelque chose de social, parce que c'est sûr que si tu as reçu certains, mais à la fois aussi psychologique, parce que si tu as reçu certains renforcements qui t'ont amené à adopter certains comportements, puis que tu as appris que toujours en faire plus, ça va te donner un A+, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans le monde du travail pour lequel, techniquement, malheureusement, l'école tend à être dans un continuum, puis essaye à te former à ça. Donc, tu sais, si tu as été rené pendant des années à vouloir chercher la récompense ultime, puis si la récompense ultime, c'est juste que ton boss, à la fin, te dise « Félicitations, Mélissa, c'était un très bon rapport », ben, tu vas peut-être continuer à surperformer. Alors que si tu n'as pas eu ça pendant tes 16, 17, 20 ans d'études, puis tu es juste comme même, moi, je vis bien avec le fait que je l'ai remis à mon boss puis qu'on n'en reparlera plus, ben, tu sais. Fait que je pense qu'il y a tout ça là aussi à prendre en considération. Il me semble que tu nous amènes à parler maintenant peut-être de changer d'angle, mais de voir comment est-ce qu'on doit réagir pour supporter les gens qui ont le syndrome de l'imposteur pour qu'ils se sentent mieux, ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que tu nous recommanderais comme façon de réagir lorsque quelqu'un a ce syndrome-là? J'aime ça, les recommandations. C'est pas une médication. Ben, je pense qu'il y a comme deux parties. Il y aurait la partie plus individuelle qui, tu sais, là, c'est ça. Il y a des gens qui diraient faut que tu replonges jusqu'à l'enfance pour retravailler certains éléments. Je suis pas vraiment de cette école de pensée-là, personnellement. Tu sais, je pense que c'est d'être capable plutôt de reconnaître c'est quoi nos réalisations. Au travers du projet, puis tu sais, il y avait comme plusieurs recommandations qui étaient ressorties justement parce qu'il y avait des gens aussi en ressources humaines qu'on travaillait sur le projet. Puis moi, un petit exercice qui peut paraître un peu niaiseux, mais qui personnellement me fait toujours un peu de bien à l'âme quand je suis en questionnement, tu sais, des fois, c'est juste de comme dresser une liste des réalisations. Tu sais, mettons, tu fais ton CV, mais tu sais, t'écris pas juste, je sais pas, que tu as été monitrice de camp de jour. Tu sais, comme quand tu es monitrice de camp de jour, qu'est-ce que tu fais réellement? Puis là, tu prends le temps de décortiquer chacune des étapes. Puis là, finalement, tu es comme, hey, j'en fais des choses, j'en ai des compétences. Mais je pense que c'est un exercice qu'il faut faire, pas juste genre, j'applique à une demande de bourse, puis là, il faut donc que je me montre que j'ai 24 compétences. Il faut le faire à tête reposée. Dans un moment où tu te dis, OK, hey, je suis prête à faire autre chose, ma job, je commence à trouver ça plate. T'sais, pourquoi je trouve ça plate? C'est que je suis plus stimulée, si ça. Puis là, tu prends le temps de faire ça, ton genre de petit journal de réalisation, CV, comme vraiment plus étendu que ce que tu mettrais. Ça peut être une bonne manière de se renforcer et de faire comme, hey, wow, finalement, j'en ai accompli des affaires. Puis finalement, je la mérite, cette job-là. Fait que ça peut être une chose. Aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est plutôt difficile, c'est d'accepter les compliments sans les minimiser. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit, hey, félicitations, de se faire comme, ben merci, je vais le prendre. De sans sentir le besoin de se justifier, d'avoir performé, peu importe. Je pense que déjà là, ça peut aussi aider à comme réduire. Donc, sur le plan individuel, c'est un peu ça qui me vient en tête. Puis, sur le plan organisationnel, ce qui était ressorti là, du mémoire de Béatrice, qui était l'étudiante avec qui j'avais codé, il y avait de modifier la culture d'entreprise. Donc, c'est-à-dire, c'est de regarder, tu sais, est-ce que dans l'entreprise, ben, tu reçois des récompenses à la performance individuelle? Ben, c'est sûr que dans ce cas-là, tu augmentes les chances que la personne fasse du zèle, puis que la personne se sente, tu sais, elle veuille tout le temps en faire plus. Sinon, tantôt, j'en ai un peu parlé, mais le mentorat, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui, dans l'organisation, puis là, tu sais, je parle de l'entreprise, mais ça pourrait se faire, mettons, là, tu es au doctorat,
puis là, tu trouves un autre étudiant qui est rendu plus loin dans son doctorat, qui est au postdoc, même chose que à la maîtrise, qui travaille sur quelque chose de similaire, qui a peut-être eu le même directeur, directrice, ou été dans les mêmes eaux, puis qui va être capable de te guider, tu sais, que ce soit dans des affaires vraiment anodines, que ton mentor peut être là. C'est pas nécessairement là, quelqu'un genre Yoda là, qui te donne une phrase, puis tu la cogites pendant 6 heures. Tu sais, c'est comme, ça peut juste être quelqu'un qui te dit « Hey, moi, si j'étais toi, j'écrirais à telle personne dans tel groupe de recherche. Je pense que vous pourriez avoir des affinités. Hey, moi, là, je me suis impliquée dans tel projet, puis c'est comme ça que j'ai rencontré telle personne. Je t'encourage à t'impliquer là-dedans. » Tu sais, je pense qu'avoir un mentor, c'est aussi quelqu'un qui va te parler de son expérience, puis qui va aussi te dire des fois, parce que tu as l'impression d'être submergé, parce que tu as l'impression, là, je prends le monde académique, là, mais tu as l'impression qu'il faut que tu participes à tous les colloques qui existent. Mais avoir quelqu'un qui te dit, hey, sais-tu quoi? Moi, je l'ai fait, ça sert à rien, tu vas juste te brûler à en faire vite. Comme, va juste à cet événement-là parce que celui-là te tient à cœur. Tu sais. Avoir quelqu'un qui est passé par là, qui peut t'expliquer, qui peut aussi t'expliquer les rudiments en disant, ça, c'est peut-être mieux, ça paraît mieux sur un CV, participer à ça qu'à ça. Donc, tu sais, l'idée du mentorat, c'est tout ça, c'est d'avoir une personne qui a l'expérience du terrain, puis qui peut te guider, mais qui te guide aussi en fonction de toi, ce que tu as envie d'être, puis ce que tu as envie de faire, tu sais. Fait que c'est ça, puis je pense que la dernière recommandation que je pourrais donner, là, c'est aussi d'opter pour des structures plus horizontales. C'est sûr que plus tu vas travailler dans un milieu de travail où est-ce qu'il y a une grande hiérarchie, puis que tu es loin du boss, mais peut-être que ça va être plus imposant à chaque fois que tu vas être obligé de parler à quelqu'un qui est un échelon en haut de toi, puis que tu vas donc plus avoir l'impression qu'il faut que tu te prouves. Versus si tu es dans une structure plus horizontale, où tu vois tout le monde, où tu peux parler avec tout le monde, où tu es à l'aise d'écrire un courriel à quelqu'un sans le relire 28 fois avant. T'sais. Fait que je pense qu'il y a tout ça, là, mais ouais, c'est ce qui ferait un peu le tour. Il me semble aussi que tu as mentionné un peu plus tôt, là, dans justement les changements qu'on peut apporter dans une structure organisationnelle, l'idée que les personnes qui t'évaluent ou qui te coordonnent te remercient pour ton travail. Mais pourtant, tu viens de nous dire aussi qu'il faut pas faire des récompenses à la performance. Puis, dans plusieurs des recommandations auxquelles vous êtes parvenus avec ta collègue, il y avait justement relire ses accomplissements, détailler ses accomplissements. Puis donc, on comprend pourquoi est-ce que ça peut nous redonner confiance. Mais en même temps, il me semble que c'est très difficile de garder l'équilibre entre ne pas valoriser une culture d'hyper-productivité et être fier de son travail. Il me semble que l'équilibre est un peu délicat à viser puis à obtenir. Tout à fait. Je pense que tantôt, quand je parlais là, de pas récompenser la performance individuelle, c'est dans le sens de, tu sais, faut pas que tu aies un bonus parce que tu performes mieux dans ce projet-là. Parce que c'est sûr que si la récompense individuelle, c'est un montant, tu sais, c'est comme, ah ben, tu sais, c'est sûr que c'est toi qui vas avoir la promotion si tu fais ça. Là, ça devient nocif. Mais, tu sais, récompenser individuellement en donnant un merci, ça sera toujours bienveillant. Fait que je pense qu'il y a ça d'une part. Mais oui, c'est un équilibre qui est super difficile à atteindre. Puis je pense que c'est normal de vivre une expérience d'imposture, tu sais, puis de ne pas être à l'aise. Puis je pense que ça revient un peu à tout à l'heure quand Kevin parlait de ça aussi, là, mais tu sais, t'es entre deux chaises, les modérateurs, c'est ça, c'est le moment de transition. Puis c'est normal d'être inconfortable dans une période de transition parce que c'est ça qui fait justement qu'on atteint un nouveau niveau, là, si on peut dire ça de même. C'est un moment de croissance, d'habitude, une période de transition, c'est un moment où on va se poser des questions, où est-ce que notre identité va peut-être même se voir transformer. Donc, je pense que c'est correct aussi que ce soit difficile à atteindre comme équilibre, mais je pense que l'important, c'est de ne pas rester dans ce moment-là de transition trop longtemps. C'est-à-dire que c'est de se poser la question, est-ce qu'en ce moment, je me sens frauduleuse au travail, à l'école, dans ma vie personnelle parce que j'ai une attente envers moi qui est trop grande? Puis pas trop grande, genre inatteignable, mais dans le sens de, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que c'est vraiment la personne que je veux être? Ou est-ce que, tu sais, c'est, oh non, c'est moi qui a l'impression que l'univers s'attend ça de moi, mais finalement, quand je parle avec le monde, il n'y a personne qui me dit ça, c'est ma petite voix intérieure. Je pense que c'est d'être capable de faire l'équilibre entre les deux, de faire la balance, de se dire, est-ce que ça vient des autres ou est-ce que ça vient de moi? Puis si ça vient de moi, ben, est-ce que ça a de l'allure, dans le fond, que je me demande ça, que j'exige ça de moi-même? Tu sais, est-ce que c'est que je m'exige, parce que je pense que, tu sais, c'est correct là, d'avoir des attentes envers soi-même, je pense même que c'est positif, là, puis que
on doit être notre propre drive aussi, là. Je pense que, tu sais, si tu prends juste ta drive de l'extérieur, ça peut te nuire aussi là, à ta santé mentale. Mais c'est d'être capable de dire, ben, quand je m'arrête puis que je prends le temps de regarder ça d'un point de vue relativement objectif, est-ce que, finalement, j'en ai accompli des choses, puis pourquoi je suis pas à l'endroit que je veux être, pourquoi je me sens frauduleuse, puis là, de se dire, ah, OK, ben finalement, peut-être juste que c'est irréaliste mon attente, ou, ah, ben, tu sais, peut-être que si j'avais accepté cette promotion-là, parce que finalement, c'est ça que je voulais être, ben, je serais là. Ben, clairement, j'ai déjà eu l'opportunité, je peux la revoir une autre fois. Tu sais, fait que je pense que c'est d'être aussi là-dedans un peu. Au début de la conversation, Roman avait soulevé l'idée aussi qu'il y aurait peut-être des groupes raciaux, par exemple, qui pouvaient peut-être être plus sujets à sentir le syndrome de l'imposteur. Et dans un monde où on veut tenter d'égaliser les chances de tout le monde de pouvoir accéder à différents postes, on parle beaucoup de discrimination positive. Et j'imagine que si tu as l'impression, que ce soit vrai ou pas, mais si tu as l'impression que tu as atteint un poste en course parce que tu as été promu pour, je sais pas, atteindre un quota de diversité, par exemple, j'imagine que ces gens-là doivent sentir, et même si en fait ce n'était pas du tout l'intention de l'entreprise de faire ça, j'ai vraiment l'impression que ces personnes-là pourraient facilement sentir un syndrome de l'imposteur qui soit, de un, injustifié, donc ce qui est encore pire. De quelle façon, en fait, les entreprises peuvent s'assurer d'éviter que des personnes minorisées sentent ce sentiment d'imposteur-là. Tout en leur donnant accès à des postes de pouvoir. Là. Exactement, oui, c'est ça. Tu as cette tension-là où on veut atteindre certains objectifs, mais en le faisant, on peut créer une tension avec le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que tu l'as bien nommé. C'est qu'il faut regarder si la personne a les compétences, d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est de nommer pourquoi la personne a été choisie. C'est pas de mettre une personne qui appartient à un groupe minorisé juste parce qu'elle y appartient. Je pense que ça, c'est pas une bonne pratique parce que comment la personne, justement, après ça, va vivre avec ça, ça peut être difficile là, de sentir que tu es le token. Là. Je veux dire, il faut éviter d'instrumentaliser les gens. Puis, de mon expérience personnelle, là, de l'avoir vu dans certains milieux, les personnes, ils le savent là, quand ils sont des tokens. C'est rare que la personne se leurre. Puis je pense que donc, c'est d'être capable de le nommer, puis de le nommer aussi devant les gens, dans le sens de pas juste dire comme, ben, par exemple, Kevin, il a eu le poste, de rester un peu là à tâton, là, de pourquoi Kevin il a eu le poste, de faire comme, ben, Kevin il a eu le poste parce qu'il y a 10 ans d'expérience là-dedans, puis je pense que c'est vraiment une force dans notre équipe de faire ceci. C'est de vraiment revenir aux compétences de la personne, puis d'en parler, quand la personne elle est nommée, de pourquoi elle est nommée, puis que ça fasse sens, en fait, simplement pour les gens autour de la table, que ce soit pas juste comme, ouais, on le sait bien. Non, comme... On le sait bien, Kevin, c'est un homme blanc cis hétérosexuel. C'est sûr qu'il l'a eu parce que c'était du affirmative action. Mais c'est ça, exactement, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est d'être capable de nommer les compétences des gens quand on les place sur des projets. Puis, tu sais, de plus en plus, là, l'entreprise fonctionne par projet. Là, c'est plutôt rare, les compagnies, là, où est-ce que, comme tu as une job qui c'est tout le temps la même à l'année longue. Là, d'habitude, c'est comment, en ce moment, on va travailler là-dessus. Ça nous prend un coordonnateur de projet, ça nous prend 2 assistants, ça nous prend une personne qui fait ci. Ben, tu sais, c'est de dire, ben, cette fois-ci, c'est Romane qui a eu le projet. Puis, c'est pas juste parce que c'est une femme. Tu sais, Romane, elle a eu le projet parce qu'elle a une expertise sur ce sujet-là qui, je pense, serait riche. Puis des fois, parce que, veux pas, peut-être que la personne n'a pas l'expérience précise, puis il y a peut-être quelqu'un dans l'équipe qui a l'expérience précise, ben c'est d'être capable soit de les jumeler ensemble en disant, ben je pense que Romane, elle a le grand potentiel de le faire, puis mettons, Romane, elle a un incroyable talent d'organisation et de coordination. Puis ben Kevin, oui, c'est lui qui a l'expertise du sujet, mais sur le plan de la coordination, pas yard. C'est pas formulé comme ça en réunion publique, mais on comprend l'idée. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est de le dire, puis de le nommer, de dire, ah, ben on a nommé Kevin pour ceci, on nomme Romane pour ça, mais on veut qu'ils collaborent ensemble parce qu'on veut que Kevin puisse partager son expertise à Romane, on veut que Romane puisse partager son expertise à Kevin. Fait que je pense que c'est de tout le temps remettre les compétences des gens de l'avant, puis ça évite justement de tomber là, dans ah, ben, tu as été sélectionnée parce que tu es une femme, puis que là, j'avais besoin d'avoir une femme sur mon CA, sinon je ne parais pas bien. Il me semble aussi dans les descriptions puis les recommandations que tu nous donnes qu'une bonne façon de contrer ou de contrer les expériences d'imposture, c'est
de reconnaître le travail puis le processus qu'il y a derrière le fait qu'une personne a eu un poste ou a été capable de faire ça ou accompli telle réalisation, que ce soit là, dans l'exemple que tu me donnais à l'instant ou quand tu parlais de l'exercice, par exemple, de faire son CV. C'est pas le fait de voir les titres des postes qu'on a occupés réglera pas nécessairement l'expérience d'imposture, mais le fait de décrire qu'est-ce que j'ai fait dans ce poste-là, puis de souligner le travail que j'ai fait à telle place, ben ça risquait d'aider comme tu le proposais. Ouais, mais je pense que, tu sais, puis là, je veux vraiment revenir là-dessus, mais l'expérience d'imposture, je pense qu'on va la vivre peu importe. Comme, je pense que même quelqu'un qui dit qu'il n'en a jamais vécu, il en a probablement déjà vécu. Tu sais, c'est juste que c'est pas comme ça qu'il va le nommer, parce que il va l'avoir vécu au travers d'un autre sentiment, peut-être, ou peu importe. Je pense que c'est très peu probable que tu te sentes toujours à ta place puis que tu aies tout le temps l'impression d'être exactement là où il fallait puis que toute ta vie t'a mené jusque-là puis il n'y a pas eu de bifurcation. Mais je pense que c'est ça, c'est d'être capable de se retirer de ta personne parce que, tu sais, puis vous allez le remarquer, là, souvent quand vous parlez de vous, vous allez parler de quelque chose, vous allez parler de ce que vous pensez que les gens s'attendent que vous discutiez. Fait que tu vas dire, mettons, hey, ben, j'ai animé un podcast, j'ai fait ça. Mais, à la place de dire, ben, hey, derrière l'animation du podcast, il y a tout un travail technique que j'ai pu développer. Il y a toute une compétence de poser des questions, une compétence d'écoute active. Mais je pense que ça, on les voit très peu parce que souvent, on se fie au regard des gens puis qu'est-ce qu'ils veulent s'attendre. OK, ben, je suis capable de, tu sais, je dis n'importe quoi, là, je suis capable de sortir un podcast à toutes les 3 semaines. Je suis capable de faire ça. Puis sur le milieu du travail, c'est ça qu'on s'attend, c'est que je sois capable d'avoir un rendement. Mais il faut être capable d'aller au-delà de ce rendement-là pour se dire, ben, j'ai dû apprendre des choses en cours parce que sinon, je n'aurais pas continué cette expérience-là. Ça se peut là, que tu la continues l'expérience puis que tu sois malheureux au travail. Là. Je ne dis pas que tout le monde est heureux au travail, loin de là. Mais je pense qu'il y a manière de toujours regarder ça puis de se dire, ben, pourquoi j'ai poursuivi cette expérience-là, même si je vivais justement peut-être cette imposture-là, même si je vivais ce sentiment-là. Ah, c'est parce que je continue à apprendre. C'est quoi que j'ai appris du moment 1 au moment 100, puis de repartir avec ça, puis de regarder toujours aussi comment on peut les réinvestir dans d'autres sphères de vie. Je pense que ça aussi, ça aide à combattre l'expérience d'imposture parce que finalement, tu te rends compte que tu savais le faire. Puis je pense que ça aussi, c'est souvent quelque chose qui est comme latent dans cette expérience-là. C'est ce sentiment-là de « Ah, mais tu sais, c'est pas parce que je l'ai réussi dans ce contexte-là que je vais le réussir. » Mais pourtant, l'école nous l'apprend à multiples reprises. Hein. Le numéro de maths, tu vas le faire 28 fois dans 28 sources différentes. À l'examen, ça va être différent. Mais techniquement, tu es capable de le faire parce qu'on te l'a montré de plein de manières différentes. Peut-être pour... je vais changer un peu de sujet, mais j'avais de la difficulté à ne pas réfléchir à cette hypothèse-là où, par exemple, je suis devenu père il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a un petit peu plus d'1 an. Et à un moment donné, je me dis, je me sens pas comme un père. Tu sais, je sais que c'est mon rôle, mais je le sens pas. Mon identité n'est pas... Tu me dis, t'es un père? Je serais, oui, c'est vrai, j'accomplis ces fonctions-là. Mais j'avais pas le sentiment de l'être et ma copine encore moins. Mais c'est moi qui allais beaucoup la porter à la garderie, aller la chercher. Donc, on m'appelle le père de le nom de mon enfant. Tu sais. Plus que ma conjointe qui était moins, peut-être au niveau social, était moins reconnue comme étant la mère parce qu'elle se les fait moins dire. Et j'ai l'impression que j'ai eu ce sentiment-là de devenir père, peut-être après que mon enfant ait 1 an, parce que justement, on m'a reconnu comme étant, on me dit que j'étais le père. Tu sais, puis à un moment donné, je me mets à le croire, puis ça fait partie de mon identité. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de phénomène de construction d'identité qui passe beaucoup par le regard de l'autre. Bon, c'est peut-être un truisme là, que beaucoup de gens mettent de l'avant, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un problème avec le syndrome de l'imposteur parce que justement, tu crois jamais que ce que les autres vont dire que tu es compétente ou que tu mérites ce poste-là, tu le concevras jamais comme étant vrai et donc ça ne deviendra pas ton identité que « Ah, maintenant, je suis plus une étudiante au doctorat, je suis rendue une professeure. » Parce que les premières semaines, on dit « Bonjour, madame la professeure. » Évidemment que tu ne te sentiras pas pour une professeure, ça fait 2 semaines que tu le fais. Tu sais, étais étudiante il n'y a pas si longtemps. Mais c'est cette reconnaissance-là d'extérieur que tu dois reconnaître comme étant valide qui te permet de construire ton identité, justement. Et quand ça fait partie de ton identité que je suis une professeure, ben, j'imagine que le syndrome d'imposteur est probablement moins là parce que c'est ce que je suis. Tu sais. Donc, je me demandais qu'est-ce que tu pensais de cette relation-là à l'identité. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Moi, on dirait que je t'écoutais parler, puis ça, je me suis laissé des notes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont associées à la valeur que l'on accorde
à la dite attente sociale ou phénomène social, tu sais. Tu parles de devenir père, puis que tu as senti que tu étais devenu père parce que l'extérieur t'a fait sentir que tu étais devenu père. Mais peut-être que c'était ta vision de c'était quoi être père, tu sais, dans le sens que peut-être que toi, dans ta vision d'être père, tu n'as pas le besoin d'être reconnu. Tu as juste besoin que ton enfant sache que c'est toi le père. Puis qu'au-delà de ça, tu sais, si le monde dans la rue, tu te promènes avec ton enfant puis qu'il dit que tu es son oncle, tu vas aller avec. Tu sais, c'est peut-être dans ta personnalité, il y a peut-être plusieurs éléments, mais peut-être que pour toi, tu sais, je pense que si, puis là, je fais une hypothèse, on ne se connaît pas, mais si peut-être c'est comme ton plus grand rêve depuis que tu es petit, d'être papa, ben peut-être que tu l'aurais intégré vraiment vite, puis que dès que ta blonde serait tombée enceinte, tu aurais dit « Wow, je suis papa ». Puis dès ce moment-là, tu l'aurais intégré parce que c'est tellement quelque chose à laquelle tu accordes de l'importance. Puis je pense que c'est un peu ça qui se passe aussi sur le marché du travail. Je pense que les personnes qui vivent un grand sentiment de l'imposteur dans le milieu du travail, à l'école, c'est des gens qui accordent une importance. Est-ce qu'elle est démesurée? Je ne sais pas. Mais du moins, c'est peut-être leur priorité dans l'ordre des choses. Puis que pour eux, en fait, je pense qu'on pourrait revenir à ça. C'est quand tu demandes à quelqu'un de se présenter, c'est quoi les premières choses qu'elle va te dire? T'sais, est-ce que la première chose que tu vas dire, c'est « Salut, je suis papa » ou est-ce que tu vas dire « Salut, je suis étudiant en doctorat » ou « Salut, je suis Kevin ». Puis tu aimes vivre avec ce petit malaise-là d'autres personnes qui te regardent et qui attendent l'information complémentaire. T'sais. Puis je pense que ça en dit beaucoup. Puis d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Quand les gens me demandent de me présenter et me demandent ce que je fais dans la vie, des fois, je reste juste vraiment évasive. Parce que je sens que la personne, elle veut tellement savoir c'est quoi ma job. Puis je suis comme, c'est pas grave, ça va changer quoi au reste de notre conversation, tu sais. Fait que je pense que ça en dit aussi beaucoup sur les gens, comment ils se présentent. Puis je pense que comment ils se présentent, mais ça va peut-être aussi nous indiquer c'est quoi les attentes sociales qui priment pour cette personne-là. Puis dans son identité, ben justement, peut-être sur quoi elle va faire du zèle ou elle va comme essayer d'en mettre plus que ce que le client en demande, tu sais. Donc, je pense que ça aussi, c'est peut-être que comme père, puis c'est vraiment une analyse psychopop que je te donne là, mais peut-être que comme père, tu sais, c'est pas la chose que tu mets de l'avant dans ta personnalité parce que pour toi, c'est pas un trait de personnalité être père, c'est comme une fonction, une responsabilité, quelque chose d'inhérent, là. Je sais pas, tu sais. Fait que peut-être que c'est aussi là dans pourquoi tu te sens peut-être imposteur d'être père. Enfin, pas imposteur d'être père, mais imposteur de te faire dire que t'es père, tu sais. Donc, il y a peut-être ça. C'est le drame du syndrome de l'imposteur, c'est ce à quoi tu accordes l'importance. C'est là que tu vas te sentir imposteur. C'est là tout le drame. Si ça pouvait être mon rôle de personne qui fait la vaisselle, je me dirais, bah, c'est pas si mal, tu sais. C'est rare, tu vois, que le rôle de personne qui fait la vaisselle nous fait sentir imposteur, bien au contraire. Mais non, mais tu sais, je pense que oui, puis je pense que c'est pas juste des attentes personnelles, tu sais, je pense qu'il y a vraiment tout l'aspect de l'attente sociale, tu sais. Il y a une attente que tu sois pas juste un père, tu dois être un bon père. Tu ne dois pas être un bon père de famille de 1950, tu dois être un bon père de famille de 2022. Puis chacun a évidemment sa vision de la chose. Puis je pense que l'enjeu du sentiment d'imposture, c'est que tu es bel et bien au courant de c'est quoi l'attente de tout le monde, de c'est quoi être un bon père en 2022. Tu dois pas, tu sais, ton enfant ne doit pas recevoir une éducation genrée, puis attention, c'est quoi les jouets que tu lui donnes, puis attention à son temps d'écran. Puis j'espère que tu le stimules dès maintenant là, pour qu'il soit prêt à la maternelle là, à commettre l'élite. Là. Fait que, je pense qu'il y a aussi toute cette pression-là qui fait que des fois, comme sur le milieu du travail, on sait c'est quoi qu'on s'attend du jeune professionnel qui doit arriver avec son café Starbucks, mais non, pas son café Starbucks, pardonnez-moi, qui doit arriver avec sa tasse réutilisable de café équitable, qui doit bien se présenter, mais qui doit être à la fois détendu, qui doit être prêt à rester au 5 à 7, même s'il sait qu'il va travailler pendant le 5 à 7. Donc, je pense que quand on est au courant de toutes ces attentes-là, puis c'est ce qui fait qu'on sent de l'imposture, c'est quand on se sent un petit peu en décalage avec ça, puis qu'on se dit, mais tu sais, c'est bien grave si je fais pas ça. Puis que là, on se dit, oh, les gens vont se rendre compte que je suis une fraude. Fait que là, on se referme. Oui, c'est ça. C'est en fait, si je peux comme essayer de résumer, c'est le fait que quand on accorde, quand on se donne un objectif identitaire, là, de devenir, mettons, telle personne, de devenir tel poste,
on formule cet objectif-là en ayant en tête un modèle, une idée de ce qu'est ce poste-là, cette fonction-là. Mais inévitablement, l'expérience individuelle sera jamais celle du modèle conçu par tous, parce que c'est juste pas possible qu'on soit tous pareils. D'où peut-être l'importance, comme tu le disais, d'essayer de se trouver des mentors ou de simplement discuter, même si on serait peut-être pas tenté de le faire quand on a une expérience d'imposture, parce que exposer ses faiblesses, ce serait peut-être justement révéler qu'on est imposteur. Mais c'est ça, d'où l'importance, c'est de discuter avec des mentors, mais des personnes qui vont te partager aussi leur expérience individuelle, puis la façon dont elle diffère du modèle. Elle diffère probablement pas de la même façon que ton expérience individuelle diffère du modèle, mais elle diffère pareil. Peut-être en reconnaissant ça, ça permet souvent de lâcher un petit peu de pression, puis de dire « OK, j'ai le droit d'être à cette place-là dans ma vie sans me comporter exactement de cette façon-là ou sans avoir fait exactement ce parcours professionnel. » Tout à fait. Excellent résumé. Formidable. On se comprend. On dirait, je pense à plein de choses qui me popent en tête. Là. On sort peut-être un peu du cadre, mais continuons à discuter. J'ai l'impression, je vais reprendre mon exemple là, de l'étudiante qui veut finir son doc puis qui devient professeur d'université. Mais c'est drôle parce que tu passes une entrevue, puis on te dit « Ah, t'as le poste », mais il n'y a pas de moment charnière où on fait, tu changes d'étudiante à professeur, et là, tu arrives, puis là, on dirait que tu dis « Maintenant, c'est ce que je suis ». Tu es comme dans une espèce de vide expérientiel où tu dis « Ah, mais il n'y a rien qui a changé depuis hier, maintenant que je suis professeur ». Et j'ai l'impression que justement, les espèces de rites de passage qui sont peut-être manquants aussi pour dire quand tu as passé à travers ce rite-là, là, officiellement, tu es rendu de l'autre côté, on fait juste dire, tu as eu l'emploi, puis on fait ah, cool, c'est ce que je m'attendais, mais il n'y a rien que tu sens, puis là, tu te sens encore comme une étudiante, tu sais, puis tu commences ton rôle de professeur, puis tu as un sentiment d'être une étudiante qui a le rôle de professeur, et j'imagine que le syndrome de l'imposteur a peut-être à voir aussi avec ce manque de rite de passage-là, où on le fait, bon, la transition a été faite, tu sais, au point de vue social aussi, que tout le monde le reconnaît, parce que le rite de passage, c'est pas juste, je le fais chez nous, dans ma chambre, puis c'est terminé, c'est quelque chose qui est une activité sociale où tout le monde peut te voir et t'identifie maintenant comme étant, mettons, par exemple, devenu un homme ou une femme là, dans les sociétés plus traditionnelles où il y avait des rites de passage. Là. Surtout depuis que le COVID a annulé toutes les cérémonies de graduation. Oui, c'est vrai, en plus. Ouais, ben tu sais, je pense que là, tu prends l'exemple étudiant à professeur, mais tu sais, je pense que dans multiples professions, ça se passe comme ça, parce que il y a peu, ben il y en a, là, mais des... Tu sais, par exemple, je sais que si tu rentres dans le système de santé, services sociaux, là, tu vas quand même avoir comme une formation où est-ce que là, on va t'intégrer, puis là, tu as comme une semaine où est-ce qu'on t'explique toutes les affaires. Puis là, peut-être que, justement, ce type de mécanisme-là, il faudrait interroger les gens. Est-ce que ça crée une genre de transition parce que là, tu es comme en formation, mais avec comme 20 autres personnes, fait que là, tu le sens plus que comme, OK, il y a un build-up, versus j'arrive le lundi dans mon espace bureau, il y a ton nom écrit quelque part, puis il y a quelqu'un qui t'accueille. Là, tout le monde est bien content de te voir pendant 45 minutes, puis après ça, tout le monde retourne à ses propres affaires. Définitivement, tu sais. Puis je pense qu'en effet, la transition, comme tu le dis, elle est il y a un regard social dessus, là, parce que c'est sûr que si tu es tout seul dans ton salon, puis justement, moi, ce qui me démangerait d'aller voir, là, c'est tous ces étudiants là, qui ont, justement, comme tu dis, Romana, gradué dans, genre, tu as terminé ton bac, là, en cliquant sur Enter, là. Là, t'as regardé le monde, t'as fait, je peux pas sortir célébrer. Je vais pas voir d'amis parce que je me suis pas fait d'amis en 2 ans et demi. Puis t'es juste comme, bon, qu'est-ce que je fais? Netflix. Comme, je trouverais ça curieux de voir comment eux l'ont vécu parce que, tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai gradué de mon bac, ma maîtrise, c'était dans un monde de pré-COVID. Puis je veux dire, on a célébré justement, puis même si j'ai pas nécessairement pratiqué directement le lendemain, j'ai eu mon diplôme. Quand je suis allée pratiquer, oui, les premières journées, je n'étais pas comme à l'aise. Puis au début, j'étais comme, OK, êtes-vous sûr que c'était moi la bonne personne? Mais justement, dans un des premiers endroits où j'ai travaillé, j'avais pas une mentor, mais j'avais une employée qui était comme assignée à moi, dans le fond. Puis comme pour toutes mes questions, je pouvais aller la voir. Puis je ne mentirais pas, tu sais, les premiers temps, vous avez sûrement déjà vécu ça, là. C'est gênant là, d'aller la voir là, parce que tu te dis, oh mon Dieu. Puis surtout, c'est pas quand tu vas la voir la première fois, c'est quand tu vas la revoir la deuxième fois puis tu te dis « Ah, j'ai oublié de lui poser toutes ces questions-là. » Moi, ça donne que pour vrai, c'était une personne adorable. Puis qu'au contraire, tu sais, elle venait me voir des fois puis elle était comme « T'as pas d'autres questions? » J'étais comme « Ah, ben c'est là. »
Mais c'est ça, fait que, tu sais, je pense que oui, ça dépend des professions, puis ça dépend de l'évolution que ces professions-là ont vécu, parce que, en effet, je pense que, tu sais, devenir prof au cégep ou à l'université, où est-ce que là, il n'y a pas de stage, où est-ce que tu rentres un peu, puis qu'on estime que ton diplôme est suffisant à ta capacité pédagogique, andragogique, ce qui peut parfois être questionnable. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu, avoir un enseignant qui est diplômé. Je vais m'arrêter là. Mais tu sais, c'est ça, je pense que ça dépend des emplois, puis ça dépend des transitions. Puis je pense qu'il y a peut-être justement aussi, tu sais, l'idée du professeur. Je trouve ça assez particulier que c'est lui qui t'apporte. Puis tu sais, je pense qu'en philo, vous devez aussi peut-être plus le vivre, là, mais comme c'est un peu basé sur un vieux modèle, là, je sais pas comment dire, dans le sens où justement, c'est tout dépendant des universités, là, le processus là, de comment la personne a été choisie pour enseigner. Mais c'est ça, je pense qu'il y a aussi de plus en plus de professions. Puis en entreprise, mettons, plus classique, là, quand tu es plus dans le monde corporatif, je pense qu'il y a plus justement une genre de transition, est-ce que tu peux plus le vivre parce que justement, tu as comme une semaine d'intégration, puis que tu as comme un parrain marraine qui va venir te voir tous les jours pour s'assurer que tu comprends bien et tout. Fait que c'est ça, je pense que ça doit varier ton sentiment d'imposteur en fonction des mécanismes qui sont mis dans l'organisation où est-ce que tu es. Puis je pense que tout dépendant de à quel point cette organisation est peut-être archaïque, là, je me sens en guillemets, peut-être que la transition est moins smooth, parce que ça a toujours fonctionné, puis tout le monde l'a toujours fait, pourquoi toi tu serais pas capable? Vas-y. Alors que tout le monde a vécu le sentiment d'imposteur depuis toujours, mais tout le monde l'a caché, donc tout le monde se croit qu'on devrait pas le vivre. Ouais, puis tu sais, je trouvais ça intéressant parce que là, tu parles du milieu académique, puis cette fin de semaine, j'ai écouté un podcast parce que tu sais, je suis une personne de ma génération. Puis ça parlait du sentiment d'imposture quand tu étais aux études supérieures, entre autres. Pas directement de ça, mais c'était un des sujets qui était abordé. Puis je trouvais ça intéressant parce que, ben, si on veut rester dans le milieu académique, tu sais, personnellement, j'ai été assistante de recherche et tout ça, donc je m'y connais un peu. Tu sais, il y a comme ce non-dit-là dans le milieu de la recherche où est-ce que tout le monde au bureau vit ce sentiment-là. Puis c'est pas parce que la personne est rendue au postdoc qu'elle a complètement perdu ce sentiment-là. C'est juste qu'elle a appris à l'apprivoiser. Je trouve ça quand même problématique, le fait qu'il y a des milieux où est-ce que tout le monde le vit, mais on en parle plus ou moins. Puis si on en parle, c'est pour dire aux autres étudiants que « Ouais, moi aussi, je l'ai vécu, ça part jamais vraiment. » Moi, je me suis déjà fait dire ça par quelqu'un. C'est juste comme « OK, c'est particulier, c'est ce que tu es en train de me dire. » Donc, en fait, voilà. C'est présenté dans le milieu comme quelque chose de complètement normal, puis faites juste comme, on va juste rien changer à l'organisation du milieu, on va pas essayer de vous donner des trucs, on va pas essayer de dire, c'est normal de le vivre là, mais t'es pas obligé de le traîner avec toi, c'est plus comme, faites avec, ça fait partie de vos conditions de travail. Oui, c'est ça, un peu particulier, puis ben, c'est ça, quand j'écoutais le podcast, elle parlait un peu de ça, de comment elle voyait elle aussi dans son milieu que c'était quelque chose qui était vécu, mais que, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, parce que puis là, je pense que c'est ce qui est très particulier au milieu universitaire, puis je ne veux pas nécessairement m'étendre, mais tu sais, parce que souvent, ton boss, c'est ton directeur, puis c'est aussi lui qui t'a mis en directeur-directrice, qui t'a aussi souvent mis en lien avec tout son réseau de recherche. Fait que là, tu veux-tu être cette personne-là remplie de crainte, qui est comme, ah, pas sûr que je suis vraiment compétente, viens me rassurer. Il t'a choisi comme étudiante, tu veux pas lui dire ça. T'es son employé, tu veux pas lui dire ça. Puis c'est lui ou elle qui va te mettre avec tout son réseau de contacts qui va te permettre peut-être de cheminer, peut-être d'aller ailleurs, peut-être d'atteindre tes objectifs professionnels. Tu ne veux pas semer dans sa tête le doute que toi, tu n'es peut-être pas la meilleure personne. Il y a des milieux, je pense, qui sont particulièrement plus nocifs que d'autres de ce point de vue-là d'en parler puis d'être ouvert par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est en fait donc de créer un milieu où on peut justement, comme tu le disais, aborder la question puis exprimer ses craintes puis se faire, c'est ça, en parler franchement et honnêtement. Je me demande aussi, dans les milieux qui peuvent être plus susceptibles de créer des expériences d'imposture, puis dans les actions qu'on pourrait mettre en place pour les diminuer un peu ces expériences-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de compétitivité? C'est-à-dire que quand tu te ramasses à une certaine place dans un milieu compétitif, mais que tu n'es pas sûr d'avoir le mérite d'être là, le fait que tu as conscience que ce soit très compétitif, il me semble, ça augmente ton stress d'un peu, là, si on est dans les expériences personnelles. C'est ça, j'ai été engagée comme professeure au cégep en 2020.
Puis, c'est quand même, en philosophie, on est chanceux parce que c'est obligatoire. Donc, il y a plus de postes que dans d'autres disciplines, mais c'est quand même relativement compétitif à voir, même si le comité de sélection était fort sympathique, là, je veux dire, c'est le fait d'avoir un poste, c'est quand même relativement compétitif. Puis, c'est ça, j'étais pas rendue très, très loin dans mon parcours. Fait que, c'est peut-être une expérience que j'ai pu ressentir un petit peu, mais encore plus quand je pensais au fait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ma job, tu sais. Mhm. Puis de me mettre à penser à ça te fait redoubler de doute vis-à-vis de tes compétences puis de ta raison d'être là, parce que t'es comme, pourquoi moi? Ça se pose encore plus quand tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ça, puis que c'est ça, que c'est très compétitif, je me demandais. L'aspect compétitif peut jouer, mais tu sais, je pense qu'il y a toujours manière de, à la limite, là, tu sais, là, je vais prendre ton exemple, mais tu sais, à la limite, c'était compétitif, mais justement, tu étais dans la compétition, puis on peut se dire, entre guillemets, que tu l'as gagné, si c'est toi qui as décroché la charge de cours, tu sais. Donc, t'as pas à... Non, je veux pas dire que tu n'as pas à vivre une expérience d'imposteur, loin de là. Mais tu peux te rattacher à te dire, ben finalement, il y avait un jugement, tout le monde, on a eu à faire la même chose pendant l'entrevue, on a tous fait notre 5 minutes d'explication d'une matière, on a répondu à des questions, on a montré qu'on était compétent, puis ils m'ont sélectionné, donc définitivement, j'ai dû répondre à une grille de critères. Tu peux comme être capable d'objectiver un peu la situation, puis de te dire, ben finalement, peut-être que peut-être que tu es une fraude, peut-être que ça a juste bien à donner, tu as bien cliqué avec quelqu'un sur le comité, puis cette personne-là était comme, hey, j'ai vraiment un bon feeling. Ça peut. Mais je pense que tu peux aussi être capable de dire, ils n'ont pas passé 2 personnes en entrevue. T'sais, un cégep, c'est une grosse machine. Là. Ils ont fait une présélection de CV. C'est une manière de comme, regarder chaque élément et de se dire, finalement, si je me suis rendue jusqu'à cette étape-là du processus, c'est qu'ils me voulaient. Alors, merci beaucoup, Mélissa. On était très heureux de discuter avec toi, là, justement, de cette expérience qui, comme tu nous l'as fait comprendre, peut être très commune, de discuter de ces manifestations, mais aussi des solutions individuelles et collectives qu'on pourrait mettre en place pour un peu le diminuer ou mieux y faire face au long terme. Donc, merci beaucoup, Mélissa, d'être venue avec nous discuter aujourd'hui de cette expérience d'imposture, puis de nous avoir parlé de ces manifestations, mais aussi des solutions qu'on peut mettre en place, des solutions à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, organisationnelle. Bien, merci à vous pour l'invitation. C'était super le fun de discuter avec vous. Merci.